Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Jordan Lebars, je suis à la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Et donc, on est tous heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce 8e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme, la série de webinaires qui présente les résultats et les travaux du réseau Défi, et donc qui concerne aujourd'hui la filière arboriculture. Avant de commencer, comme à notre habitude maintenant, on voulait prendre un petit instant pour rappeler rapidement ce qu'est le réseau Défi. Donc, le réseau Défi, c'est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux missions. La première, c'est accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et plus globalement dans leur changement de pratique. La deuxième, c'est de produire des connaissances et des références qui soient appropriables sur les pratiques et les systèmes de production à bas niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ces connaissances et ces références, elles se construisent à la fois sur des essais de terrain, sur des retours d'expérience comme aujourd'hui avec ce webinaire, mais aussi à travers la collecte de données techniques sur les systèmes de culture. Aujourd'hui, le réseau Défi, c'est 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler leurs pratiques dans l'objectif de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Mais c'est aussi 41 projets d'expérimentation qui testent et qui évaluent des systèmes de culture innovants, en rupture, utilisant les phytosanitaires en ultime recours. Le réseau Défi, il est présent sur tout le territoire métropolitain, mais aussi ultramarin. Il couvre l'ensemble des filières de production végétale et il rassemble les principaux acteurs de la recherche et du développement en agriculture. Donc pour les citer rapidement, le réseau rassemble, le réseau Chambre, donc toutes les chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau Bio, les instituts techniques et les organismes de recherche, avec notamment INRAE et CIRAD. Pour plus de détails sur le réseau et plus d'informations, vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore sur l'espace défi du portail Ecofitopic. On va d'ailleurs vous mettre le lien dans le chat. Hem Et sur Ecofitopic, on vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver toutes les productions du réseau, que ce soit les différentes fiches, les différents articles, les vidéos techniques, les témoignages, et notamment la synthèse qui a été rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau, qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la France. Et donc dans cette série de webinaires, on revient sur les résultats de terrain des différentes filières qui permettent, de soutenir cette démonstration. Donc on vous met également le lien dans le chat, pour accéder à cette synthèse pour ceux qui ne l'auraient pas encore consultée. Hem et donc, du coup, je laisse la parole à Clémence et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Jordan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clémence Delesquin. Je suis chargée de la coordination de l'animation et de la valorisation des résultats pour les filières arboriculture et viticulture du réseau. Avant de laisser place aux interventions, un petit rappel logistique. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R et les intervenantes prendront le temps d'y répondre après leur présentation. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Vous trouverez les liens du chat dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler arboriculture et nous allons vous présenter plus particulièrement un levier de gestion spécifique contre les mouches des fruits. En effet, les deux ingénieurs qui interviennent aujourd'hui travaillent avec leur groupe d'agriculteurs sur des méthodes d'utilisation de l'argile comme barrière minérale. Ces deux groupes ont chacun leur spécificité et leur expérience. Les deux intervenantes vont vous présenter tout ça. Tout d'abord, le groupe de Fanny Vernier, qui est ingénieure réseau de la Chambre d'agriculture du Var, se compose de 10 producteurs en oléiculture. Et ensuite, le groupe de Nathalie Rétière, qui est ingénieure réseau de l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron. Il rassemble 10 agriculteurs produisant notamment des cerises et des mirabelles. Et c'est la production de cerises qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, Fanny et Nathalie, merci à vous. Vos deux groupes ont parmi leurs objectifs d'améliorer la gestion des mouches par des barrières physiques. Je vous laisse la main pour présenter cette problématique et vos travaux. Alors du coup, aujourd'hui avec Nathalie, on va vous présenter un levier phytosanitaire sur la gestion de diptères, donc des mouches, dans les exploitations du groupe, de nos groupes respectifs. On va donc vous présenter ces groupes cerises et groupes olives, qui sont deux groupes défis fermes uniques en leur genre au niveau national, parce qu'on a un seul groupe cerise, un seul groupe olive. On fera un bref rappel un petit peu plus théorique sur de qui parle-t-on quand on parle de nos ennemis.
Qu'est-ce que cette pratique d'application d'argile et les différents résultats et essais et les enseignements qu'on peut tirer de ces essais depuis le temps que les producteurs le font, donc plutôt longtemps pour les producteurs du groupe Défi et tout dernièrement pour les producteurs du groupe Cerise. Donc je laisse la parole à Nathalie. Donc le groupe Défi Cerise, il est situé dans la vallée du Tarn, dans l'Aveyron. C'est un groupe qui est constitué de 10 structures, mais ça représente 25 producteurs parce que c'est énormément des GAEC. Et la production de cerises est principalement livrée sur 2 coopératives et autrement en vente directe. Cette production de cerises représente l'été environ 200 saisonniers qui viennent travailler pour la récolte des cerises. L'objectif du groupe au départ, c'était de réduire les IFT et de travailler surtout sur la réduction de l'utilisation de l'imidant. Mais l'imidant a été supprimé en 2023, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc, en fait, on s'est retrouvé face à une impasse et on a décidé de travailler différemment. Donc, on travaille sur 2 projets parallèlement, c'est-à-dire la mise en place de filets et autrement l'utilisation de l'argile. Donc pour ce qui est du groupe Défi oléicole varois, donc on est situé et éclaté une dizaine d'exploitations sur tout le département du Var, dans des conditions climatiques et de terrain assez propres à chaque verger. La moitié est en bio et donc les objectifs sont assez généraux de connaître ses ennemis et ses alliés au verger pour arriver à mieux gérer les luttes contre les ravageurs et les bactéries, pardon, je m'embrouille, mieux connaître la lutte du coup contre les différents pathogènes, hors herbicides parce que c'est pas la thématique. Et donc du coup, en 2016-2021, l'accent a été mis sur la gestion de la mouche de l'olive. Et là, depuis le réengagement du groupe en 2022, on est plutôt sur la gestion des maladies du feuillage, mais on n'a pas abandonné la partie ravageur, donc mouche et teigne. Et donc comme c'est un groupe du coup qui a commencé en 2016, je vous mets ici l'évolution des IFT du groupe. Donc en bleu les IFT chimiques et en jaune-orange les IFT biocontrôle. Donc on voit une légère hausse du biocontrôle avec quelques pics suivant les années. C'est aussi lié à la diffusion et la mise en place un peu plus progressive de l'argile au sein du groupe. Nathalie, à toi. Donc, nous, l'objectif du groupe, c'est de lutter contre la drosophile. La drosophile, c'est une toute petite mouche qui fait énormément de dégâts. Donc, c'est un diptère qui fait à 2-3 mm, qui est arrivé d'Asie il y a une quinzaine d'années. C'est une mouche qui perfore la peau des cerises et vient pondre à l'intérieur. Une femelle, elle peut faire jusqu'à 380 œufs dans le cycle de sa vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une saison, on peut avoir 13 générations, voire plus. Le problème, c'est que la larve, elle se développe dans le fruit, elle consomme la pulpe et de plus, le fruit devient tout liquide et ça sent le vinaigre. Donc, évidemment, les fruits ne sont pas du tout commercialisables. Les variétés tardives de cerises sont les plus touchées. Et ce qu'on a pu noter, c'est que la drosophile, elle aime plus particulièrement les climats chauds et humides. Et on s'est aperçu que quand il y a un petit peu moins d'humidité et que les températures viennent très élevées, en fait, la drosophile est un petit peu moins présente. Et en ce qui concerne du coup la mouche de l'olive, c'est aussi un diptère de 4 mm et lui il est vraiment inféodé à l'olivier, donc très adapté au climat méditerranéen.
il suit exactement les mêmes courbes que l'olivier. Et on s'est aperçu en la piégeant qu'elle est présente toute l'année dans le verger, pas forcément sous la même forme. Ça peut être sous forme adulte, sous forme de larve, sous forme de pupe. Mais voilà, elle est présente vraiment toute l'année dans le verger. Donc c'est le graphique que vous avez en bas au milieu. On a vraiment ce ratio qui diffère de janvier à décembre, avec 2 vols d'adultes, un vol au printemps où elles sont plutôt en recherche d'olives pour pondre, et un vol de saison qui, lui, va être problématique. Et les Italiens ont montré par des études que l'importance du vol de printemps était assez liée avec l'importance du vol de saison. Donc la durée de vie de ce diptère est très variable suivant ses conditions directes. Donc effectivement, si on a des étés caniculaires, si elle trouve de la rosée à s'alimenter correctement, et si elle rencontre des prédateurs sur son séjour. Donc on peut avoir un cycle complet en une vingtaine de jours en été quand tout est correct avec présence d'eau. Là, on a des femelles qui peuvent pondre du coup presque 2 fois moins d'œufs que ce que présentait Nathalie pour la drosophile. Mais par contre, si rien ne brise le cycle, en 4 générations, on a plus de 3 millions de mouches dans le verger. Donc heureusement qu'on a des aléas climatiques ou traitements ou prédateurs qui peuvent permettre de baisser un peu la population. C'est un insecte qui peut se disperser quand il recherche les olives. Donc je vous ai parlé du printemps où les mouches cherchent des olives pour pondre. En sortie d'hiver, on a aussi une recherche d'olives en saison, mais elles sont plutôt assez territoriales et donc vont rester dans le même secteur si elles ont trouvé des olives. Une sensibilité variétale différente suivant si le fruit est gros, si la chair est bien turgescente. Une olive toute flétrie et de petit calibre intéressera beaucoup moins la mouche. Et donc cet insecte est prédaté par la cécidomyie des olives. Donc ça pourrait être une bonne chose que sa larve vienne chatouiller et dégrader l'asticot de la mouche de l'olive. Par contre, elle est vectrice d'un champignon qui fait ce qui est sur l'image en bas à gauche. Donc des nécroses en fait de la chair, et donc plus le taux de dalmaticose est important dans le verger, plus ça va impacter la qualité de la récolte et la quantité aussi, parce que les olives dalmaticosées vont tomber en cours de saison. Donc l'idée, ça a été dans les 2 projets, autant celui de Fanny que le mien, c'est d'utiliser du kaolin calciné. En fait, c'est de l'argile blanche qui a subi une calcination à très haute température, ce qui augmente sa capacité de résistance et surtout sa capacité de résistance au lessivage et aux ultraviolets. Alors, il faut savoir que l'argile, elle doit toujours être utilisée en préventif, parce qu'évidemment, si la mouche, en ce qui nous concerne, a déjà pondu dans la cerise, ça ne sert plus à rien. C'est ça. Et donc, il y a quelques prérequis en termes de matériel, parce qu'on est sur un produit qui est inerte, mais qui peut faire des dégâts, être un petit peu abrasif, même si c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc, d'avoir du matériel de pulvérisation adapté à cet usage, donc des pompes plutôt protégées avec des membranes, pistons membranes, et du coup régler pour avoir la meilleure pulvérisation, le meilleur nuage fin, et servir vraiment de couverture, parce que c'est un produit de contact, donc il faut que la répartition soit la plus régulière et homogène possible. Et du coup, en prérequis également, comme c'est si vous voulez, des particules en suspension dans la bouillie, il faut absolument bien et correctement rincer ces outils pour éviter d'avoir des dépôts, d'avoir au bout des gouttes, au fond de la cuve, au bout des buses, d'avoir des congrégats d'argile qui s'installent et qui du coup détériorent le matériel. Donc, en ce qui concerne les producteurs de cerises, eux, avant de partir pulvériser, ils utilisent de l'arté-écran qu'ils utilisent à hauteur de 20 centilitres, et ils le pulvérisent. Alors, c'est une sorte d'huile, en fait, qu'ils pulvérisent sur le tracteur et sur le pulvérisateur. Et ce qui permet que quand ils rentrent après la pulvérisation, ils douchent le tracteur et le pulvérisateur avec de l'eau. Et en fait, toute l'argile qui est présente sur le matériel tombe au sol. Voilà.
En ce qui concerne les dosages d'argile pour les cerises, on est sur 3 passages. Le premier est dosé à 50 kg. Il est pulvérisé en début de véraison, voire avant véraison, à 1 jour ou 2 jours, ça peut tout changer. Après, on repasse une seconde pulvérisation à 30 kg/hectare, puis une troisième à 20 kg/hectare. À partir de l'an prochain, jusqu'à maintenant, on faisait qu'un passage, le premier passage à 50 kg. Et l'année prochaine, on va peut-être essayer, suite au conseil de Fanny, plutôt que passer une fois en 50 kg, passer en 2 fois 25 à 1 jour d'écart et dans des sens inverses, de façon à avoir une pulvérisation maximum. Fanny me dit toujours qu'il faut comparer ça à la peinture, c'est-à-dire que si vous faites une couche de peinture bien épaisse, c'est pas sûr que ça va tenir sur le mur, mais si par contre vous passez 2 fois avec une couche plus fine, il y a plus de chances que ça tienne sur le mur. Donc on va essayer la même chose sur nos cerises et puis on va voir ce que ça donne. Nous, ce qu'on utilise aussi pour que ça tienne mieux, c'est un adjuvant et on utilise de l'hélioterpène. En fait, c'est de la résine de pin et on l'utilise à hauteur de 0,1 litre pour 1 hectolitre. Voilà. Et ça a son avantage et son inconvénient, c'est-à-dire que l'argile tient beaucoup mieux sur le feuillage et sur la cerise, mais vous verrez par la suite qu'on a un problème au rinçage des fruits. Et donc pour ce qui est du dosage en olive, du coup, effectivement, traditionnellement, on fait la première application en 2 applications pour des questions de meilleure tenue. Donc à 50 kg/hectare divisé en 2 et ensuite 30 kg/hectare à chaque fois qu'on doit renouveler l'application. Et là, suivant la situation du verger, si on est sur le littoral avec un peu plus de vent, si on est plutôt dans les terres avec des pressions mouches un peu plus faibles, le nombre de renouvellements ne va pas être le même. Donc ça dépend vraiment de la tenue de l'argile, du grossiment du fruit également, parce que comme c'est un produit de contact, il faut pouvoir suivre le gonflement des olives, et surtout de la présence ou pas de vent, parce que c'est de la poussière, donc les feuilles viennent frotter les fruits, et on peut avoir un lessivage assez important, parfois plus important qu'avec les pluies. Et donc les premières applications en ce qui concerne les olives, on les fait quand le fruit commence à être réceptif aux pontes de mouche, donc aux alentours de 0,8 mm de diamètre. Voilà, donc on a terminé cette première partie un peu plus théorique sur les groupes, les ravageurs et le produit. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? J'en profite aussi pour vous informer que Patricia Blanc de la société AgriSynergie est présente aussi parmi les intervenants, donc elle pourra aussi compléter s'il y a des questions plus précises sur le produit. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R indirectement. Alors, Fanny et Nathalie, moi j'avais une question pour lancer cette discussion. Est-ce que cette protection à l'argile fonctionne dans toutes les situations, c'est-à-dire climatiques, selon les pressions, selon les variétés? Parce qu'en cerise comme en olive, vous avez aussi plusieurs variétés. Voilà, en fonction des situations, est-ce que vous avez des différences significatives? Alors je peux commencer, Nathalie, si tu veux. Ouais. On peut avoir des différences effectivement selon la pression mouche, parce que on a, suivant les vergers, des situations complètement différentes et du coup des pressions très importantes parfois sur le littoral et beaucoup plus faibles dans le Haut-Var, ou même sur un même verger en début de saison ou en fin de saison. Donc effectivement, à partir du moment où on a les orages de fin août, un petit peu plus de vent et de rafraîchissement, les conditions sont plus favorables pour la mouche en fin de saison. Et effectivement, il ne faut pas
faut que ça reste une application préventive, donc il faut vraiment contrôler la qualité de la pulvérisation et vérifier que les olives sont toujours protégées. Donc si vous voulez, là au milieu sur la photo, il y a un gradient de feuilles pulvérisées à l'argile. On serait plutôt sur la deuxième en partant du bas pour avoir une qualité et une pulvérisation, un nuage d'argile le plus homogène et le plus fin possible. Et un test qui est très facile à faire, en tout cas pour l'olive, c'est je pense pareil pour la cerise, c'est de passer le doigt sur le fruit et de regarder si on a cette pellicule, ce côté un peu terne qui s'en va et qu'on trouve un fruit bien vert brillant dessous. Là, ça veut dire que la protection est en place. On n'a pas besoin d'avoir des olives complètement blanches pour avoir une bonne protection. Merci pour cette réponse. Nathalie, ouais, je te laisse compléter pour la cerise. Alors nous, en ce qui concerne les cerises, on va le voir par la suite, on a eu des bons résultats, enfin qui nous intéressaient en variété précoce. Où là, il faut savoir que la pression de la drosophile n'est pas encore trop importante, donc là on a eu des bons résultats. Sur les variétés de mi-saison, les résultats étaient un peu moins bons, mais c'était encore correct. Et par contre, sur les variétés tardives, comme vous allez voir par la suite, c'est compliqué, voilà, parce que la pression est très forte et puis nos résultats étaient pas superbes, voilà. Alors, entre-temps, on a reçu d'autres questions. Merci pour ces premières réponses. Une question sur la photosynthèse des arbres. Est-ce que le kaolin est néfaste pour cette photosynthèse, notamment si c'est en très grande quantité, s'il y a ce voile blanc sur les feuilles, est-ce que c'est néfaste? Alors, je prends la parole en Olivier, du coup, on a un petit peu plus de recul que Nathalie. Il faut savoir que l'argile, c'est un produit phyto, hein, il a une AMM, et donc une dose maximale à ne pas dépasser. En Olivier, pour information, on est à 210 kg par hectare et par an, à ne pas dépasser. Et à ces doses-là, il y a des retours de producteurs qui montrent qu'en utilisant l'argile de manière régulière, on va dire tous les ans contre la mouche, n'ont pas de soucis de photosynthèse et même parfois dans nos conditions méditerranéennes des effets plutôt bénéfiques de la protection à l'argile, avec des arbres qui souffrent un petit peu moins des rayonnements et des coups de chaud que des arbres qui n'auraient pas été traités à l'argile où les feuilles commencent un petit peu à s'enrouler. Donc ça reste très léger, ça reste de la perception de producteurs. Mais peut-être que je vais laisser la parole à Patricia Blanc si elle veut compléter, parce que je sais qu'elle a fait d'autres essais un peu plus poussés sur ces effets induits de l'argile. Bonjour, donc Patricia, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On vous entend bien. Merci de nous donner la parole. Oui, effectivement, il y a un essai qui a été mis en place sur plusieurs années à Sudexpé sur des oliviers et où le produit a été utilisé à 350 kg par hectare et par an volontairement pour aller voir s'il y avait un problème sur la photosynthèse. Et le retour, c'est qu'il n'y a aucune différence entre la partie témoin et la partie traitée sur le développement des arbres et la qualité et le volume de récolte fait sur plusieurs années. Voilà. Et ensuite, il y a bien sûr de la bibliographie qui montre aussi qu'il n'y a aucun effet néfaste à ces doses-là sous nos latitudes. Et il y en a même des travaux sur vignes qui prouvent le côté bénéfique de l'argile puisque ça limite les infrarouges et les ultraviolets pour le végétal. Merci Patricia. Merci pour ces réponses. Alors, autre question, donc je pense que c'est particulièrement pour Nathalie. Avez-vous fait des tests avec d'autres mouillants que hélioterpènes? Non, pas pour l'instant. Ça marche, merci. Non. Et une autre question, y a-t-il un impact sur les calibres? Et donc, je pense que Fanny, tu as déjà commencé à y répondre, et sur les coups de soleil. Alors oui, ça rejoint tout à fait ça. Effectivement, on n'a pas de... Si l'arbre n'est pas en stress, on aura des olives qui vont en rester et procéder à leur
maturation correctement. Donc peut-être effectivement, on va dire, on va conserver les calibres. Je ne pense pas que ça améliore grandement les calibres par rapport à un verger qui ne serait pas traité à l'argile. Par contre, ça va peut-être éviter d'avoir un assèchement trop rapide. Par contre, en ce qui concerne la seconde partie de la question, Clémence, si tu peux me rafraîchir la mémoire. Sur les coups de soleil, Oui, est-ce qu'il les y a coups de un soleil. impact? On constate du coup des arbres qui sont un peu mieux portants en termes de végétation, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Patricia. Et après, en termes de coups de soleil, c'est un écran blanc, donc en fait, c'est un petit peu par rapport notamment aux brûlures. On n'a pas trop d'échaudage sur les fruits liés aux coups de soleil pour les olives, mais par contre, on peut en avoir sur l'écorce. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi de protéger les jeunes écorces par rapport aux brûlures du soleil. Mais ça, c'est purement un effet mécanique, un peu assimilable à de la crème solaire, quoi. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on peut passer du coup à la deuxième partie de votre présentation qui est plus sur vos retours d'expérience et vos premiers résultats. Donc je vous laisse prendre la main. Merci. Alors du coup, je vais commencer parce que mon groupe est un petit peu plus âgé que celui de Nathalie. Donc effectivement, dans le groupe des filles en Varois, on a une expérience qui remonte pour les premiers agriculteurs du groupe à les utiliser il y a plus de 15 ans maintenant, d'utiliser de l'argile. Donc ça fait partie des 5 producteurs qui sont en bio. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu des essais individuels au sein du groupe. Je vais y revenir dans la diapo d'après. Et là, maintenant, c'est plutôt une pratique qui est vraiment généralisée parce que l'efficacité n'est plus à démontrer. Et on a un double intérêt, c'est-à-dire qu'on a d'abord la lutte contre la mouche de l'olive, avec moins de dégâts, des dégâts plus tardifs en saison. Et surtout un meilleur contrôle, si vous voulez, du développement de dalmaticose, donc ce champignon qui arrive une fois que la cécidomyie des olives a pondu dans l'olive. Voilà, on a un double intérêt. Donc c'est une pratique, peu importe la diversité de conduite des oliviers, on peut l'adapter à tout type de matériel. J'en parle dans la diapo d'après aussi. Et elle peut très bien être conduite seule, cette stratégie barrière minérale à l'argile, ou en complémentarité avec des insecticides si on est débordé par les pressions mouches. Donc là, qu'on soit en bio ou en conventionnel, c'est une pratique qui est tout à fait intéressante. Donc, si je devais vous donner quelques exemples de stratégie argile, on a dans le groupe des filles des vergers qui ne sont pas mécanisables ou très faiblement mécanisables et où les applications se font à la lance. Donc, on peut avoir des choix de producteurs de ne passer que là où il y a les fruits. Donc, en termes d'économie de produits et d'impact sur le porte-monnaie, c'est aussi ça peut être très intéressant parce qu'on va cibler vraiment la pulvérisation là où il y a des fruits. Donc je vous donne cet exemple. Je vous invite à aller sur la page groupe du Ecophytopic du groupe des filles parce qu'on a une vidéo sur le témoignage d'un des producteurs qui utilise l'argile à la lance. Et je voulais vous parler aussi du coup de l'itinéraire du choix de décision d'un autre producteur qui lui est situé sur le littoral, donc avec une forte pression mouche, qui a fait un petit test à titre expérimental sur 2 hectares sur 9 sur son verger en 2017. Il a été extrêmement satisfait de la protection parce que c'était pas vraiment une année à mouche en 2017. C'était plutôt correct des deux côtés, mais par contre, il y a eu énormément de dalmaticose sur le verger la partie du verger qui n'avait pas été protégée à l'argile, où il y avait eu les insecticides, et au contraire, pas du tout de dalmaticose sur la partie qui avait été protégée à l'argile. Donc, fort de cette expérience-là, il a voulu essayer le tout pour le tout en 2018. Donc, il a passé toute sa stratégie mouche en protection minérale, donc avec des applications d'argile, avec des dégâts qu'il avait rarement vus, étant soumis à une forte pression
littoral. Et donc, comme vous voyez, en 2019, on a récupéré là ce pavé gris, ces 2 applications d'insecticides, parce qu'en fin de saison, la population de mouches a été très, très importante. Donc l'argile, on ne l'a pas trop dit, mais ça ne va pas diminuer les populations. On n'a aucun impact direct sur les insectes. Par contre, ça va éviter les pontes, ça prévient les pontes. Donc effectivement, là, en cas de forte pression, zone littorale, donc aussi un verger potentiellement avec plus de vent, donc du lessivage. Et du coup, il a voulu essayer de diminuer la pression par des insecticides et puis ensuite continuer la fin de la saison avec des applications d'argile. Et donc, il a recontinué 2020-2021. 2022-2023 à l'argile. Il y a cette année où il a déclenché en 2023 encore un traitement insecticide pour diminuer la population de mouches parce qu'elle était en train d'exploser. Et donc tout son procédé, on va dire son cheminement d'évolution de stratégie phyto, vous le retrouvez sur le site Ecophytopic parce qu'on a fait une fiche pratique remarquable pour cette exploitation. Et donc pour information, je vous ai mis juste en dessous le graphique avec l'évolution des IFT en fonction de la pression mouche. Donc ce graphique, c'est tout confondu, fongicide, insecticide, que ce soit la mouche et la teigne. Mais par contre, on retrouve bien cette notion de fréquence de traitement, de fréquence de passage d'argile, en tout cas de quantité de produits passés en fonction de la population mouche. On voit par exemple l'année 2021, où c'était une population de mouches plutôt importante sur le littoral, un peu moins dans le Haut-Var, et très importante surtout en fin d'année, où on a eu des protections plus tardives en saison. Et quelquefois, on a des producteurs du groupe, notamment un verger Centre-Var, assez sec, qui est irrigué, mais où la végétation ne pousse pas trop en été parce que le verger est assez... présente un climat de garrigue assez fortement marqué, où là on était sur une stratégie adulticide classique. Donc le premier graphique en haut, vous avez en 2018 le relevé des dégâts mouches. Donc en vert, c'est toutes les olives saines. En bleu, les olives piquées sans développement larvaire. En rouge, rose, les olives piquées avec développement larvaire. Et ensuite, vous voyez l'apparition des dégâts à proprement parler, à savoir des olives trouées et des olives avec dalmaticose. Et donc en 2018, on pouvait noter que déjà début juillet, on avait des olives piquées. Alors pas forcément avec des développements larvaires parce que l'année était assez chaude, mais on avait l'apparition des premiers dégâts mi-août, début septembre, avec une évolution qui terminait dans l'année de manière assez importante, jusqu'à 10 ou 15% de dégâts, trous de sortie et dalmaticose cumulés. Et donc en 2020, on a fait une démonstration de matériel donc, sur ce verger de matériel de pulvérisation d'argile. Suite à ça, il s'est équipé d'un nouveau pulvérisateur et a passé en 2021 sa première saison sans aucun insecticide. Donc vous voyez sur le graphique d'en dessous, le premier passage, les deux passages croisés pour avoir la première application. Et ensuite, il a renouvelé assez fréquemment. Et donc là, pareil, en vert, les olives saines. Et vous voyez que les premiers dégâts arrivent quasiment un mois après. Enfin, les premières piquées, pardon, arrivent quasiment un mois après. Donc on est déjà début août. Et les premiers dégâts à proprement parler, on est début septembre. Et on ne voit pas de hausse spectaculaire de dégâts ni de dalmaticose. Donc on a vraiment quelque chose qui lui a permis, dans ces conditions de verger, de contenir la pression mouche et de continuer. Et donc depuis 2021, il ne fait que des traitements à l'argile. Et ça fonctionne et il en est satisfait. Voilà, donc si je devais synthétiser les avantages et les inconvénients pour l'olivier, côté avantage, on est sur du préventif. Mais du coup, on est sur du préventif régulier, c'est-à-dire qu'on sait qu'à une certaine fréquence, il va falloir renouveler les protections, parfois plus s'il y a eu du lessivage, parfois moins, en tout cas à minima pour accompagner le grossissement des olives. Donc on est un petit peu plus serein par rapport à la dynamique des mouches. Il peut y avoir des explosions de vol, si on est protégé, tout va bien. Et donc du coup, comme les olives, il y a une continuité dans la protection,
on arrive à contrôler les dégâts et avoir cet effet décalage dans le temps, où l'apparition des premiers dégâts vraiment pénalisables sont beaucoup plus tardifs en saison. Donc suivant les années, avec une stratégie récolte précoce, on peut vraiment s'affranchir de 1 ou 2 passages supplémentaires. Comme je vous disais, c'est très efficace contre la dalmaticose, parce que ça prévient les pontes de la mouche de l'olive, mais aussi celle de la cécidomie. C'est un produit inerte, naturel, donc avec peu d'impact sur l'environnement et la santé humaine. Et c'est tout à fait compatible avec la production d'olives de table. Pour les finalités huile, les olives sont triturées dans le moulin, donc l'argile en fait est nettoyée, lavée en même temps. Et la production d'olives de table, comme on n'est pas sur un fruit frais comme la cerise, on a aussi des rinçages, des lavages, donc qui ne posent absolument pas de problème avec des applications d'argile en cours de saison. Et par rapport à la commercialisation, tous les producteurs qui font de la vente directe ou qui peuvent expliquer un petit peu leur pratique n'ont aucun problème pour argumenter et justifier de ce fruit plus sain à tout niveau. Côté limite, on est quand même sur une stratégie qui implique quelques investissements. Parce que sur la saison, on est quasiment du simple au double. Par rapport à une stratégie adulticide stricte, parce qu'on va doubler le nombre de passages et que le coût du produit aussi est plus important, notamment parce qu'on répète le traitement. Ça, c'est vraiment à nuancer. Là, ce constat-là, ce premier point, c'est sur le verger du coup dont je vous parlais de Sylvain Delmotte, à Roquebrune-sur-Argence, donc le verger du littoral. On est sur un verger où on passe minimum 6 fois par an, sachant que sur beaucoup d'autres vergers du Var, on peut faire moins avec le même résultat. C'est aussi une pratique qui va être un peu plus chronophage, parce qu'on passe plus souvent. Ça nécessite d'avoir du matériel adapté pour éviter d'avoir à changer son pulvérisateur à la fin de la saison. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure, on n'a aucune action sur la population de mouches, donc il faut être couvert tout le temps. Surtout les années de forte pression, parce que parfois, même avec une argile qui est encore en place, mais un petit peu plus fine, ou en tout cas il commence à y avoir des trous un petit peu dans la protection, on peut avoir une apparition de dégâts. Et enfin, à la récolte, comme on est sur une récolte semi-manuelle avec des peignes électriques, ça peut, avec l'argile qui est aussi présente sur les feuilles, dégager de la poussière. Donc voilà, pour les personnes asthmatiques, il faut s'équiper d'un masque à poussière et c'est OK. Vous trouverez aussi une synthèse, une fiche thématique sur les commentaires, en tout cas les premières critiques positives ou négatives des producteurs du groupe sur la page du groupe Ecophytopic. Et je laisse la parole à Nathalie maintenant pour son essai 2023 dans la vallée du Tarn. Donc nous, en fait, l'objectif cette année, c'était une première année et ce qu'on a voulu tester, c'était de comparer en fait l'utilisation de l'argile et du spinosade. Donc en fait, on avait 3 parcelles tests et on a testé au fur et à mesure ce qu'il en était par rapport aux récoltes. Donc ce qu'on a pu remarquer, alors si tu peux passer, merci. Voilà. Ce qu'on a pu remarquer, donc, c'était sur des variétés Burla, c'est-à-dire les premières, les précoces. C'est qu'avec l'argile, on a eu moins d'attaques qu'avec du spinosal. Donc là, le test a été efficace puisque on arrivait à des attaques de 3%, enfin des cerises attaquées à peu près à 3%, pas plus. Et sur la référence, on était plutôt sur du 9%. Donc là, sur tout ce qui était variété précoce, on était assez content des résultats. Vous pourrez voir d'ailleurs dans la fiche, dans la page du groupe qu'on avait fait un petit film par rapport à ça, vous pouvez aller le voir. Après, on a testé aussi sur des variétés mi-saison.
Alors là, on peut voir que les dégâts sont quand même plus importants en argile, mais aussi avec l'utilisation du spinosade, puisque là, on passe à 7 et 15%. Donc là, on a senti que, bon, on arrivait un peu sur la limite, surtout sur les variétés mi-saison qui étaient plutôt précoces, ça marchait bien, mais après, ça s'est un petit peu compliqué. Et après, on est passé sur les variétés tardives, et là, c'était pas bon du tout. Voilà, en fait, sur des variétés tardives, on a perdu on a perdu le verger entier. Parce que les attaques étaient beaucoup plus importantes. Alors, avec le Sussex 4, on était sur du 60% d'attaque et sur l'argile, 51%. Donc voilà, en fait, les limites de ce qu'on a fait cette année dans cette expérimentation. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, et ce qu'on a fait autrement, alors hors expérimentation, c'est que les deux producteurs avec qui je travaille ont testé de mettre en fait des insecticides dans l'argile. Donc là, cette année, on n'a pas de chiffres parce qu'on l'a fait, ils ont juste essayé de voir ce que ça donnait. Et finalement, on s'est aperçu en fin de saison que l'association d'insecticides et d'argile, c'est là qu'on a eu les meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'on avait des meilleurs résultats que sur l'argile pure et des meilleurs résultats que quand on avait utilisé que des insecticides. Donc l'idée, c'est que l'année prochaine, on va partir, on va rejoindre le projet Stratos, porté par le CTIFL de Balandran. Et en fait, on va tester l'argile avec des insecticides pour voir les résultats et on va mettre des protocoles en place. Alors, les côtés positifs par rapport à cette application d'argile, c'est que déjà, on a eu comme je vous disais, des dégâts limités sur les variétés précoces et de mi-saison. Comme je vous le disais précédemment, l'année prochaine, on va essayer de changer notre première pulvérisation de 50 kg suite au conseil de Fanny. On a des bons résultats, comme je viens de vous le dire, par rapport au fait d'avoir mis de l'insecticide et de l'argile en même temps. Le gros souci qu'on a à ce jour, c'est que en fait, l'argile, on a du mal au rinçage. Vous pouvez voir là sur la photo qu'il reste un peu de traces au niveau du pédoncule. Donc sur des circuits courts, ça pose pas de problème. Par contre, sur les circuits longs, c'est refusé. Donc, c'est vraiment une grosse problématique qu'on a pour l'instant. Et il faut savoir aussi que sur les variétés précoces, on a des variétés qui ne résistent pas au lavage, genre Nimba et Folfer et Bélis, quoi. Donc, voilà ce qu'il en est à ce jour. On a eu aussi, évidemment, comme pour les olives, le coût est plus important parce qu'il y a le coût de l'argile et de plus l'année prochaine, si on met argile plus insecticide, le coût va être plus important. Il faut voir aussi que les temps de pulvérisation sont plus importants, à savoir que, comme disait Fanny, il faut au fur et à mesure bien rincer les pulvées, bien rincer le matériel parce qu'autrement, il va pas résister très longtemps. Et puis, dans les côtés positifs, ce que j'ai oublié de noter, alors ça, c'est juste un ressenti, mais on avait posé des pièges à l'intérieur des vergers qui étaient testés et des pièges à l'extérieur des vergers. Et on s'est rendu compte que, en fait, on avait beaucoup plus de drosophiles à l'extérieur du verger qu'à l'intérieur. Et en fait, on pense, mais on n'est pas sûr pour l'instant, que le fait que le verger soit blanchi, ça déroute un peu la drosophile et que, en fait, elle vient moins dans le verger. Mais ça aussi, ce serait à quantifier et à vérifier. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Au niveau des rinçages, on n'a pas de bons résultats à ce jour. On a essayé quelques produits qui se sont avérés pas efficaces. Et à la limite, les meilleurs résultats, c'est quand on les rince simplement à l'eau. Et voilà, c'est quand même pas parfait, quoi. Donc voilà ce qu'il en est. Mais bon, on est en première année et on compte bien continuer. Voilà.
Merci Nathalie. Du coup, si on conclut pour ce webinaire et l'utilisation d'argile en cerise et en olive, donc c'est une pratique qui a démontré son efficacité de manière générale contre les mouches qui nous concernent. Effectivement, comme dit Nathalie, c'est une barrière physique, donc une gêne à la ponte, mais c'est aussi, on va dire, un perturbateur, un genre de répulsif visuel et olfactif, parce que les critères de reconnaissance des fruits ne sont plus du tout les mêmes pour les mouches. Et donc c'est une pratique qui est un produit qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la santé des usagers. Et donc malheureusement cette pratique est encore un peu limitée dans certains cas. Nathalie parlait des variétés de cerises tardives. Et du coup, quelle que soit la culture, on a aussi des débordements si jamais on arrive en fin de saison avec des barrières qui sont lessivées et des fortes pressions ravageurs. La problématique du circuit de commercialisation en circuit long pour les cerises, si ça se trouve dans 3 ans, on n'aura plus le problème parce qu'on aura réussi à trouver une solution de lavage adéquate. Mais pour l'instant, ça reste effectivement un frein à l'utilisation de la pratique. Donc Nathalie. Oui, donc nous, à partir de cette année, on va continuer les tests en argile pure et on va commencer des tests en argile associée avec de l'insecticide. Évidemment, on va continuer à travailler sur le rinçage des fruits parce que c'est vraiment la grosse problématique. Et parallèlement, on va travailler aussi sur tout ce qui est filet, halte de roseau, sur l'implantation de nouveaux vergers avec des nouveaux systèmes de plantation et puis aussi sur l'adaptation des anciens vergers, c'est-à-dire des vergers qui sont en gobelet et pratiquer une taille différente de façon à pouvoir mettre des filets, ce qui n'est pas évident à ce jour. Et nous, pour la partie Olivier, donc on a travaillé sur le sujet 2016-2021. On a aussi approfondi un petit peu également l'utilisation de filets. Alors là, nous, on n'est pas monorang, on est plutôt mono-arbre pour ce qui se fait. Pour les olives à destination de la table. Il va y avoir du coup la sortie cette année de la vidéo synthèse sur la lutte contre la mouche de l'olive, sur tous les différents aspects qu'on a pu aborder, donc l'argile bien évidemment, mais aussi toute la régulation naturelle qu'on avait au verger, parce qu'il ne faut pas oublier que les alliés sont aussi favorisés par l'emploi d'argile plutôt que d'insecticides, et ils peuvent aussi avoir une action de régulation très intéressante sur les ravageurs qui nous posent souci. Voilà, donc on est à disposition si vous avez des questions pour cette deuxième partie. Merci à toutes les deux. Alors oui, plusieurs questions sont venues pendant votre présentation. Tout d'abord, est-ce que vous avez mis en place du piégeage massif de mouches pendant ces essais notamment? Alors en olivier, en cerise? En cerise, non, pas pour l'instant, mais on pense le faire. On avait juste du piégeage pour voir comment la prolifération de la drosophile au fur et à mesure de la saison. Et pour pouvoir voir quand serait le pic de pression, en fait, juste pour ça. Mais c'est vrai qu'on y pense. Et pour ce qui est des oliviers, on peut avoir combiné de la stratégie piégeage massif et argile. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un petit peu contradictoire de vouloir attirer des mouches pour les piéger et de vouloir à tout prix les perturber, ne pas faciliter la reconnaissance des olives. Donc ça peut se faire si le verger est de grande superficie. On peut avoir du piégeage massif en bordure de verger et de l'argile absolument partout pour faire effet répulsif. Mais par contre, c'est pas conseillé de mettre les deux à la fois. C'est même, enfin, en tout cas à mon avis, un peu dommage de passer du temps à remplir les pièges au phosphate diamonique et de passer de l'argile derrière. Par contre, effectivement, ça ne veut pas dire, comme on est un peu plus sur quelque chose de systématique en termes de protection, c'est quand même intelligent de garder un piège juste d'observation pour vérifier la pression des ravageurs et pas se réveiller un matin
en allant voir les fruits et en se disant oups, en fait là j'ai loupé quelque chose parce que j'ai plein de piquets d'un coup. Donc oui, continuer un peu de piégeage d'observation, mais pas forcément du piégeage massif avec de l'argile. Super, merci pour vos réponses. Alors, les questions suivantes. En ce qui concerne les cerisiers, y a-t-il un impact indirect positif sur Misus cerasi et sur les auxiliaires? Donc, c'est plus pour toi, Nathalie. Oui, en fait, j'ai pas trop de réponses pour l'instant parce que, comme je vous dis, c'est une première année. Donc, on va peaufiner au fur et à mesure. Je suis désolée, à ce jour, j'ai pas vraiment de réponse. Très bien, merci. C'est effectivement le début de tes essais, donc c'est Mhm. normal aussi. Autre question, dans l'association argile plus insecticide, donc c'est encore pour toi plutôt, Nathalie, est-ce que la dose d'insecticide est la même que s'il y avait un insecticide seul ou est-ce qu'elle est plus faible, le fait qu'elle soit associée avec l'argile? Eh ben, en fait, ce qu'on va faire cette année, ce qu'on pense faire, c'est faire des protocoles et en fait faire plusieurs bandes d'essais, c'est-à-dire qu'il y aura la dose d'argile, la dose d'argile normale plus l'insecticide à la même dose que d'habitude et tester aussi des doses inférieures parce que l'idée c'est quand même de réduire la quantité d'insecticides, quoi. Donc on fera plusieurs tests et sur plusieurs années. Et D'accord, ça nous, ce qui marche. s'est passé en olivier, on a du coup, comme je vous disais, des fois des stratégies complémentaires où si jamais on a des populations, des pressions de mouches trop importantes et qu'on arrive en fin de saison, on veut diminuer la population de mouches pour continuer un peu plus sereinement à l'argile. À chaque fois que les passages ont été faits, c'était en dose habituelle. Il n'y a pas eu de réduction de fait. Ça marche, merci. Autre question, au-delà de l'argile, est-ce que vous avez fait des études des auxiliaires de manière un peu plus générale? Par rapport à l'utilisation d'argile. Je pense. Alors, pas directement dans ce but-là. On a essayé de faire des inventaires d'araignées carabes. On a mis en place des infrastructures, notamment des nichoirs à mésanges et des abris à chauves-souris, pour faciliter un peu la prédation généraliste sur la mouche. Par contre, effectivement, les vergers où il y a des applications d'argile et où les insecticides ont été un petit peu diminués ou voire complètement arrêtés depuis de nombreuses années, on a une biodiversité assez diversifiée et assez présente dans les vergers. C'est aussi allié avec la gestion de l'enherbement. Les vergers qui fauchent un peu plus tardivement, il y aura peut-être un peu plus d'araignées au niveau herbacé. Voilà, Alors, on mais a une petite précision sur la question. Donc, en fait, c'était plus sur l'introduction d'auxiliaires, notamment sur la mouche de la cerise dans les vergers, je pense. Alors oui, alors là il y a des essais qui sont faits, mais alors c'est pas du tout, c'est fait par, je crois que c'est l'INRAE qui fait une introduction de guêpes, mais pour l'instant c'est que des essais. D'accord, ça marche. Question suivante. Pour ce qui est du duo kaliamu, donc carbonate de calcium plus héliostique, adjuvant dérivé du pain, qu'en pensez-vous? Il semble que de nombreux oléiculteurs corses les utilisent avec de bons résultats. Donc c'est sûrement plus pour toi, Fanny. Oui. Alors, c'est un adjuvant qui est connu et qui est homologué sur Olivier. Moi, dans le secteur, et en tout cas au niveau du groupe des filles varois, on l'utilise pas. Et le terpenfilm fonctionne plutôt bien. Et après, je n'aurai pas de réponse là-dessus. Simplement, si jamais vous vous posez la question, vous avez la liste des adjuvants et la liste du coup des matières actives homologuées pour l'olivier, synthétisées dans le cahier de l'oléiculteur proposé et téléchargeable gratuitement sur le site de France Olive ou directement sur efi.anses. Mais du coup, voilà, j'ai pas de réponse précise sur ce produit. Ça marche, merci. Après, simplement Et en complément,
Quelquefois, alors ça dépend peut-être aussi de la chaleur des fruits au moment de l'application, ça dépend aussi peut-être de la variété. Mais cette année, on a eu des tenues un peu plus faibles sur certaines variétés sur le littoral, alors qu'il y avait eu un adjuvant. Mais du coup, ça a été la première fois qu'on l'a vu, donc on va certainement creuser un peu plus, mais il n'y a pas de conclusions qui peuvent se marquer. Les variétés qui tenaient pas, c'était Caillérou et Caillon, ou en tout cas qui tenaient moyennement bien, où la répartition n'avait pas été la plus idéale possible. Mais voilà, c'est encore juste une observation à 2 endroits, donc c'est pas encore frais pour le faire, mais par contre, on va rester vigilant pour les années prochaines. Super. Et enfin, une dernière question. En dehors des 2 cas présentés, avez-vous connaissance d'autres situations d'utilisation d'argile? Alors, sur d'autres cultures, oui. Et là, notamment, je pense pêche abricot, où effectivement, ça peut être utilisé pour des protections échaudure du soleil, par rapport à la coloration des fruits. Après, si c'est de l'argile au sens général, il y a d'autres argiles que le kaolin calciné, mais c'est pas les produits qu'on utilise là pour l'instant avec le groupe Défi. Si je peux me permettre pour apporter quelques informations complémentaires. Donc, dans ce que j'ai pu noter, un autre adjuvant, il y a le Stigman qui peut être utilisé. Au niveau du matériel, je pense qu'aujourd'hui, tout arboriculteur a le matériel nécessaire pour pouvoir appliquer le kaolin calciné sans aucun problème, hein. On en parle beaucoup depuis des années, mais tout a bien évolué quand même sur le terrain et les communications sur la base. Ah, ça a coupé. Ah zut, ouais, je crois que Patricia a été coupée. Alors en attendant, si vous n'avez pas vu, quelques petits ajouts ont été faits, dans le chat, notamment en poirier, enfin l'utilisation d'argile en poirier contre les psylles et aussi en amandier, où les résultats sont assez bons, sur des pressions faibles à moyennes, de Eurythoma. Oui, donc on retombe sur les mêmes observations, c'est-à-dire que quand les pressions sont faibles, ça fonctionne bien, moyennes, ça fonctionne bien aussi. Si jamais on a un débordement, parce qu'on est sur des insectes qui peuvent se multiplier à vitesse grand V et qui peuvent aller très vite, si jamais on a vraiment un débordement de pression et une protection un peu limitée, on peut aussi avoir des, des débordements alors qui peuvent être gérés parce que quelquefois on peut avoir une hausse des dégâts et puis arriver à contrôler la pression derrière, mais c'est vrai que quelquefois si on a pas fait attention, c'est exponentiel, donc on a du mal à contrôler la pression et ça peut décrocher assez vite. Je Oui. confirme également, Monsieur Michel, l'utilisation en noix contre la mouche du brou et les coups de soleil. J'ai effectivement un collègue à la chambre de l'Isère qui l'a testé sur des noyers avec des applications aussi sur du coup des arbres de très gros volume et très grande hauteur, avec des bons résultats sur la protection du brou contre la mouche. Et effectivement, les coups de soleil, ça a un effet protection, effet crème solaire assez intéressant. Donc dans les autres usages, il y a les traitements contre les pucerons qui se font soit à l'automne ou au printemps. Généralement, les traitements vont se faire un peu plus tôt que contre Suzuki sur les cerisiers, par exemple. Donc le produit peut être utilisé, mais pas aux mêmes périodes. Et après, il y a toutes les cicadelles en vigne, en agrumes et en plantes à parfum. Le psylle sur poirier, puisque c'est comme ça qu'on a découvert le kaolin calciné en France. Et après, effectivement, mouche aussi sur noyer. Ça commence à être bien développé. Super, bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Écoutez, je crois que c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce 8e épisode. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu, que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Merci à nos intervenantes pour leur participation. Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions et si vous souhaitez recontacter nos intervenantes, vous trouverez leurs contacts sur leur page que nous avons partagée dans le chat et en description sur Ecofitopic.
Ce webinaire sera rediffusé sur YouTube. Si vous êtes inscrit via le formulaire, vous recevrez normalement le lien par mail dans les jours qui arrivent. Enfin, restez connectés car la date et le sujet du prochain webinaire seront annoncés prochainement. Vous retrouverez le programme des webinaires d'EfiFerm et les replays régulièrement mis à jour sur la page Ecofit Topic correspondante. Merci à toutes et à toutes et bon après-midi. Merci Clémence. Merci.